La première présentation va être faite par le professeur Patak, que vous connaissez tous, cardiologue à la clinique Pasteur, qui va nous parler d'un de ses dadas, puisqu'il travaille dessus depuis de nombreuses années. Cardiotoxicité de la chimiothérapie, prévention, bilan et prise en charge. Et n'oubliez pas que vous aviez possibilité de poser les questions par WhatsApp tout au long de la présentation et par la suite. Merci. Merci Jean-Philippe, merci pour votre invitation. Donc effectivement, en 12 minutes, je vais essayer de vous parler de ce sujet, mais de façon peut-être généraliste pour ceux qui ne sont pas cardiologues et de façon plus spécifique pour les cardiologues qui prennent en charge ces patients. Et comme c'est une session qui est très orientée autour de la toxicité, rappelez quand même que les chimiothérapies, le postulat de départ, améliore quand même le pronostic et la prise en charge des patients qui ont des affections néoplasiques, même si on va parler beaucoup de toxicité aujourd'hui. Alors la toxicité cardiovasculaire, c'est la première cause d'effets indésirables lorsqu'on évalue l'impact des chimiothérapies sur des différents organes cibles. Et mon propos s'intéressera particulièrement donc à la cardiotoxicité, puisque la toxicité vasculaire sera abordée par le professeur Aboyance. Il y a deux formes de cardiotoxicité. Une cardiotoxicité dite directe. L'exemple caricatural, c'est la cardiotoxicité de type 1 induite par la dose cumulative toxique des anthracyclines. Et puis la cardiotoxicité dite indirecte. Autrement dit, certains agents, par des effets soit sur l'athérosclérose, soit sur la pression artérielle, vont induire des facteurs de risque ou aggraver des facteurs de risque qui eux-mêmes généreront une cardiopathie dite secondaire ou indirecte. Cette toxicité, elle est inévitable. En fait, c'est le prix à payer. Vous donnez un médicament dont le mécanisme d'action est principalement de détruire de la cellule cancéreuse, son effet latéral est de détruire d'autres cellules, dont les cellules cardiaques. La différence entre le tissu cardiaque et les autres tissus, c'est que c'est un tissu qui se caractérise par des mécanismes de défense, des mécanismes de réparation qui sont beaucoup moins importants que ce que l'on a par exemple au niveau des phanères ou au niveau du tractus gastro-intestinal. Autrement dit, au bout d'un moment, la dose cumulative toxique, les facteurs de risque, le terrain, dépassent les capacités du cœur à se défendre et induisent donc de façon inévitable une cardiotoxicité. Elle peut être symptomatique ou asymptomatique, à minima ou à maxima, mais il y a toujours une forme de cardiotoxicité avec les chimiothérapies. Et donc peut-être le premier message à retenir, c'est que quand vous faites l'anamnèse de vos patients, si un patient vous rapporte qu'il a été exposé à une chimiothérapie, vous devez le considérer comme un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, car il y a probablement une lésion sous-jacente induite par l'exposition à ces chimiothérapies. Alors, c'est un sujet très complexe, on discutait avec Victor Aboyance, parce qu'en fait, il faudrait de façon presque à la Prévert, énumérer chacune des complications qui sont induites par chacune des molécules connues pour être cardiotoxiques. Alors ce tableau synthétise probablement les médicaments les mieux connus, les anthracyclines, d'autres chimiothérapies de type cyclophosphamide, taxane ou cisplatine, certaines molécules qui sont dites thérapies ciblées, des anticorps monoclonaux comme le trastuzumab, l'herceptine qui entraîne des cardiopathies plutôt réversibles qu'on appelle cardiopathie de type 2, et puis ensuite des médicaments qui par d'autres mécanismes d'action, par exemple le bortezomib ou le carfilzomib qui sont des inhibiteurs du protéasome, vont entraîner à chaque fois une insuffisance cardiaque directe, comme je vous l'expliquais, ou indirecte par l'effet sur d'autres facteurs, ischémie coronarienne, qui secondairement entraînent une insuffisance cardiaque. Alors, pour le cardiologue, finalement, le message clé, le deuxième message clé, c'est que comment on identifie des patients à risque de cardiotoxicité, et ce tableau que je vous ai synthétisé à gauche le dit de façon très simple. Finalement, tout patient qui est adressé à un cardiologue est potentiellement un patient à risque de développer une cardiotoxicité. 4 modes d'entrée. Quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire établie, eh bien, il est à haut risque de développer une cardiotoxicité. Quelqu'un qui cumule les facteurs de risque ou qui a un profil de risque assez évident, si vous avez une hérédité coronarienne, si vous cumulez un diabète, de l'hypertension, une hypercholestérolémie, vous êtes à risque de cardiotoxicité. Donc on va dire d'un côté la maladie cardiovasculaire établie, de l'autre, le patient en prévention primaire qui cumule les facteurs de risque. Ceux qui ont déjà été exposés à des médicaments cardiotoxiques, c'est du bon sens clinique. Plus vous exposez un patient à une chimiothérapie cardiotoxique, plus son risque augmente. Et puis ceux qui ont des modes de vie à risque, ça rejoint finalement la prévention. Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui a une consommation d'alcool excessif, quelqu'un qui a une surcharge pondérale, quelqu'un qui est sédentaire, eh bien c'est de la prévention primaire, ce sont des facteurs de risque, c'est un patient en risque cardiovasculaire. Donc,
de façon très simple, le patient qui passe la porte du cabinet de cardiologie, quelle que soit la raison, est en général de base un patient à risque de développer une cardiotoxicité. Alors cette cardiotoxicité ou cette dysfonction ventriculaire gauche, elle peut prendre des formes différentes. Elle peut être aiguë, c'est rare, c'est exceptionnel. Ça se voit parfois avec des médicaments qui agissent sur la voie des cytokines, des myocardites aigus avec dysfonction ventriculaire gauche, des cardiotoxicités aiguës, mais c'est très très rare. Ce qui est plus fréquent, c'est la dysfonction ventriculaire gauche silencieuse. Le cas caricatural, ce sont les enfants traités pour leucémie, avec aucune séquelle cardiologique autour de 3 à 6 ans, et puis qui développent au cours du temps, 20, 25 ans plus tard, une dysfonction ventriculaire gauche silencieuse, passée inaperçue, qui se révélera à certains moments clés de leur histoire naturelle. Les dysfonctions ventriculaires gauche transitoires, caricaturales, ce qu'on appelle aussi les cardiopathies de type 2, c'est le trastuzumab, l'Herceptin, que l'on donne pour le cancer du sein. Vous arrêtez, la cardiopathie régresse, vous redémarrez, la cardiopathie revient. Et puis, enfin, la première molécule qui a été associée à la cardiotoxicité de type 1, les anthracyclines, qui entraînent des dysfonctions ventriculaires gauche, souvent précoces, cumulatives toxiques, et qui peuvent s'exprimer de façon symptomatique très précocement. Alors, vous avez dans ce tableau l'ensemble des médicaments qui ont été reconnus comme étant cardiotoxiques. Ce tableau, en fait, il doit éveiller votre attention sur 3 points. D'abord, il y a ce que l'on connaît, mais il y a ce que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous disais, le premier message, c'est toute chimiothérapie est potentiellement cardiotoxique, parce que soit on ne sait pas qu'elle est cardiotoxique, soit on n'a pas évalué son potentiel de cardiotoxicité, mais un jour, cette cardiotoxicité se révélera. Donc c'est un réflexe quasi spinal. Qui dit cancer, qui dit chimiothérapie, dit risque de cardiotoxicité. Deuxièmement, vous regarderez l'incidence de la cardiopathie. Regardez les chiffres, ils fluctuent énormément. La deuxième ligne, une anthracycline un peu particulière, l'idarubicine, 5 à 18% d'incidence d'insuffisance cardiaque. Comment s'explique cet écart? En fait, dans les essais cliniques, on recherche rarement la cardiotoxicité. On ne fait pas des échos systématiques chez les patients. La définition de l'insuffisance cardiaque en oncologie n'est pas la même qu'en cardiologie. On ne fait pas du dépistage avec des marqueurs. En fait, souvent, on sous-estime la cardiotoxicité d'un médicament dans les essais cliniques et cette cardiotoxicité se révèle ou explose lorsque le médicament est utilisé dans la vraie vie. C'est pour ça que vous avez ces écarts assez importants. L'épirubicine, vous voyez, 1 à 11,4. C'est en fait très rare. Et donc, quand vous allez voir des oncologues en leur disant « mais attention, vous avez des médicaments à risque », ils vous disent « mais non, dans les essais cliniques, 1%. » Et puis, la vraie vie rattrape. Et donc, j'insiste encore, toutes les chimiothérapies ont une cardiotoxicité potentielle qui se révèle en général trop tardivement. Enfin, on se dit, mais comment on peut prévenir cette cardiotoxicité? C'est la deuxième partie de mon exposé. Cette cardiotoxicité, elle peut se prévenir par la gestion de la maladie cardiovasculaire, j'y reviendrai. Et puis, il y a eu des tentatives pharmacologiques. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous développez un médicament dit cardioprotecteur, cette cardioprotection, elle passe par un blocage du mécanisme d'action de la chimiothérapie qui est nécessaire pour tuer de la cellule cancéreuse. Autrement dit, ce que vous faites en protégeant le cœur, c'est aussi de diminuer l'efficacité de la chimiothérapie pour tuer la cellule cancéreuse. Et l'exemple caricatural a été avec les chelateurs du fer, le destrazoxane, qui était vendu comme un protecteur contre les cardiopathies induites par les anthracyclines. Et en fait, on s'est rendu compte effectivement que ça réduisait l'incidence de l'insuffisance cardiaque, mais au prix d'une augmentation des récidives tumorales. Et ça, c'est un peu le paradoxe. C'est très difficile de proposer un médicament qui a un mécanisme d'action intime qui s'oppose au risque de cardiotoxicité, parce que le prix à payer, c'est de réduire l'efficacité antitumorale. Donc, la prévention en cardiologie passera par des stratégies cardiovasculaires traditionnelles. Ou par des choses un peu particulières, mais ce tableau résume que l'exercice physique, avant, pendant et après l'exposition à une thérapie cardiotoxique est quelque chose qui peut vraiment modifier la donne. Donc l'exercice physique n'a pas d'effet délétère. On sait que ça a plutôt des effets bénéfiques à la fois sur la tumeur et sur les risques d'une chimiothérapie. Et puis ensuite la prise en charge cardiovasculaire traditionnelle. Donc, avant l'exposition à une chimiothérapie, on vous appelle, ce patient, je vais lui proposer une chimiothérapie, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il est à risque de cardiotoxicité? Le bilan cardiovasculaire, c'est un bilan cardiologique classique. On ne baisse pas le filet,
On la joue pas facile, mais on n'est pas non plus exigeant. On va faire un bilan cardiovasculaire traditionnel, on va évaluer les facteurs de risque, dépister une ischémie silencieuse, faire une échographie pour regarder s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche. Ce bilan cardiovasculaire, idéalement, il doit être orienté par l'oncologue, parce que l'oncologue va vous dire, le nilotinib, ça accélère l'athérosclérose, fais-moi un Doppler vasculaire des membres inférieurs. Le bortezomib, c'est un inhibiteur du protéasome, ça entraîne des dysfonctions ventriculaires gauche, fais-moi une échographie. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quel examen il faut faire pour dépister la maladie, mais il faut au moins appeler l'oncologue pour qu'il oriente votre examen. Et donc, vous établirez votre plan de soins en fonction de ce qu'il vous dit, mais de ce que vous connaissez. Si vous êtes isolé et seul, abordez le patient comme un patient cardiologique classique, traditionnel. Deuxièmement, je vous l'ai dit, qui dit chimiothérapie ou qui dit cancer dit facteur de risque cardiovasculaire. Donc vous prendrez le patient en charge comme n'importe quel patient de cardiologie. Vous n'êtes pas là comme un prestataire de service pour juste faire l'écho et dire fraction d'éjection normale. Non, il faudra faire le bilan des facteurs de risque, il faudra contrôler ces facteurs de risque, il faudra rechercher l'ischémie silencieuse, il faudra faire un électrocardiogramme parce qu'il y a des médicaments qui allongent l'intervalle QT ou entraînent des arythmies. Vous allez faire finalement votre boulot de cardiologue. Le gold standard, ça serait que l'oncologue vous appelle pour orienter votre choix diagnostic, mais sinon, si vous êtes tout seul, vous faites de la bonne cardiologie comme vous savez faire. Donc l'examen de base, il est simple. Un mot peut-être sur les examens complémentaires, notamment d'imagerie. Sur 3 examens peut-être intéressants, l'échographie, l'IRM et puis peut-être les examens un petit peu dynamiques. Je crois que la grande révolution dans la prise en charge et dans la détection de la cardiotoxicité, c'est le strain. Donc le strain, c'est probablement la façon pour le cardiologue de prédire qui de ces patients a le plus de risque de développer une cardiotoxicité. Deuxième message très important, quand vous commencez à évaluer un patient avec une technique d'imagerie, vous restez fidèle à cette technique d'imagerie. 20% des motifs de consultation en oncocardiologie sont uniquement liés au fait qu'on change et qu'on passe d'une technique à l'autre. Écho normal, ventriculographie isotopique anormale, je demande l'avis du cardiologue, est-ce qu'il faut que j'arrête la chimiothérapie? Souvent, c'est un faux signal qui est uniquement lié au changement de technique d'imagerie. Donc, restez fidèle à une technique d'imagerie et prenez en charge la dysfonction ventriculaire gauche comme vous avez l'habitude de la faire. Avant-dernier message, le cardiologue a un rôle crucial. Vous n'êtes pas là comme prestataire de service, mais vous êtes là comme celui qui va orienter la suite de la prise en charge. Si vous dites fraction d'éjection 20%, et que vous n'expliquez pas et que vous n'accompagnez pas, ça veut dire que vous avez mis un pied dans quelque chose qui est terrible, puisque vous allez dire à l'oncologue, tu arrêtes d'exposer ce patient à cette chimiothérapie. Donc ce n'est pas juste un problème cardiologique, vous avez une responsabilité oncologique, ce que les anglo-saxons appellent le go-no-go. Donc quand vous détectez une maladie cardiovasculaire au préalable, que vous soyez en prévention primaire ou en prévention secondaire, ça contre-indique exceptionnellement une chimiothérapie. Vous prenez en charge le facteur de risque, vous gérez la cardiopathie et vous exposez le patient à la chimiothérapie. Vous modifierez bien sûr le suivi qui sera peut-être plus drastique. Lorsque la maladie cardiovasculaire est contrôlée et qu'elle permet d'aller vers la chimiothérapie ou que la maladie cardiovasculaire apparaît au moment de la chimiothérapie, toujours pareil, on contrôle les facteurs de risque et vous avez la possibilité parfois de faire une fenêtre. Dysfonction ventriculaire gauche sous Herceptine, j'arrête, je prends en charge la dysfonction ventriculaire gauche et je redémarre. Donc vous êtes toujours là pour essayer de promouvoir la poursuite de la chimiothérapie et pas là pour dire on ne peut pas faire. On ne peut pas faire, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est quand est-ce qu'on peut faire, donc tout faire pour continuer. Donc, en conclusion, excusez-moi, je vais avancer parce que je suis un petit peu en retard, je vous ai tout dit. En conclusion, je crois que pour ce qui est des chimiothérapies, il faut savoir que qui dit chimiothérapie dit facteur de risque cardiovasculaire. Donc, dès que vous avez un malade qui vous est adressé pour une chimiothérapie, ça veut dire qu'il y a un risque de cardiotoxicité. Et la meilleure façon de prévenir la cardiotoxicité, c'est de s'occuper de la maladie cardiovasculaire si vous êtes en prévention secondaire et de contrôler les facteurs de risque si vous êtes en prévention primaire. Deuxièmement, vous avez un rôle dans le choix de la chimiothérapie et dans la gestion de la chimiothérapie. Si vous pensez qu'il y a un risque cardiologique, il faut appeler l'oncologue, parce qu'il a des moyens de minimiser le risque. Changer le rythme d'administration du produit, la voie d'administration du produit, le type de produit, la séquence des produits. On sait que tous ces facteurs-là oncologiques ont un impact sur le risque cardiotoxique. Et puis, l'arrêt de la chimiothérapie, le no-go, ça doit être une exception. Le rôle du cardiologue, c'est d'assumer la responsabilité, d'amener le patient le plus loin possible et de l'exposer ou lui permettre d'être exposé à une chimiothérapie, et d'où l'intérêt des structures cardio-oncologiques ou oncocardiologiques. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Atul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste
poser 2-3 questions et faire 2-3 remarques en attendant que les mains se lèvent. C'est vrai que les cardiopathies sous chimiothérapie sont fréquentes. Heureusement, elles ne sont pas inéluctables. Donc c'est vrai que c'est pas non plus obligatoire d'en avoir. Par contre, toujours y penser longtemps après, parce que comme tu disais, ça peut arriver 10, 20 ans après, surtout chez les jeunes qui ont été traités. Important, la vraie vie et les essais cliniques. Parce que souvent, c'est un peu l'inverse. Les essais cliniques, la mise en route d'un traitement, l'AMM, ça liste un nombre d'événements et d'effets secondaires que les patients adorent regarder pour ne pas prendre le médicament. Là, c'est vrai que c'est une situation particulière, le cancer, où là, on met en route les molécules et puis, malheureusement, on voit apparaître des effets secondaires, mais qu'on peut bien prendre en charge. Tu as parlé essentiellement de la dysfonction VG, l'hypertension, tu vas en parler, et le côté vasculaire. Il y a le côté rythmique aussi, bien sûr, le QT, etc. Donc c'est vrai qu'il faut bien faire attention aux différentes choses. Je voulais juste te poser 2 questions. Place des biomarqueurs BNP, troponine, et du traitement quand il y a une dysfonction VG, IEC, bêta-bloquant, parce qu'il y a des études qui ont été faites. Et le deuxièmement, c'est vrai que le cardiologue qui voit le patient sous chimiothérapie ne doit pas dire FVG à temps ou même strain normal ou pas, mais doit dire à revoir, peut-être plus tôt que prévu, peut-être débuter un IEC, est-ce qu'on a dosé le BNP ou la troponine pour déjà avoir un état de base, etc. Merci à toi. Effectivement. Alors pour cette dernière question, je crois que dans le schéma de suivi thérapeutique, il y a 3 facteurs à surveiller. La fraction d'éjection, donc le cut-off a été mis, pas arbitrairement, mais par les guidelines, à 53%. Une fraction d'éjection à moins de 53% est une fraction d'éjection qui doit éveiller le sens du cardiologue pour peut-être renforcer le suivi. L'altération du strain et puis le dosage des biomarqueurs. Pour ce qui est des biomarqueurs, si vous vous amusez à doser une troponine après une chimiothérapie, elle sera forcément légèrement élevée puisque on demande à la chimiothérapie de tuer de la cellule, elle tue, mais elle tue aussi de la cellule cardiologique et donc la troponine sera toujours élevée. Mais c'est un facteur de risque qui prédit le risque de cardiotoxicité, les vieux travaux des équipes de Milan, de Cardinal et autres, qui montrent que si vous cumulez fraction d'éjection altérée, altération du strain et élévation de la troponine, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la chimiothérapie, mais ça veut dire qu'il faut renforcer le suivi. Alors échographie tous les 1 à 3 mois et 6 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. Si l'écho est normal, le strain est normal et les biomarqueurs sont normaux, alors je pense qu'on peut espacer. C'est en général échographie tous les 3 mois et 6 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. Et un petit message sur le traitement. En fait, le traitement, je n'ai pas parlé du traitement parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique. La dysfonction ventriculaire gauche se traitera comme une dysfonction ventriculaire gauche, bêta-bloquant IEC. Certains bêta-bloquants qui ont des avantages par rapport à d'autres. On sait que le carvedilol, à cause de ses propriétés alpha et bêta-bloquantes, protège davantage contre la cardiotoxicité que les bêta-bloquants classiques. On sait que les IEC font mieux que les ARA2. On sait que ça vaut le coup d'aller chercher l'aide d'un anti-aldostérone. Il y a encore des doutes sur l'intérêt de l'Entresto dans cette stratégie. Mais on va dire le traitement de la dysfonction ventriculaire gauche sera le traitement d'une dysfonction ventriculaire gauche classique pour le traitement de fond et pour le traitement des symptômes, diurétiques et adaptation de la dose de l'azélix. Merci Atul. Il y a une question d'Estelle en face. Si vous pouvez lui donner le micro. Elle là. Tu l'as, garde-le. Merci Atul pour ce topo très intéressant. Donc tu parlais des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est vrai que c'est plus une remarque qu'une question. C'est que les nouvelles chimiothérapies ciblées, notamment la voie mTOR et tyrosine kinase, ça influence beaucoup le métabolisme et ça déséquilibre les diabètes dans un sens hyper comme dans un sens hypo. Donc c'est vrai qu'il faut y faire particulièrement attention. Et les lipides, cholestérol et triglycérides. Et c'est vrai qu'il y a des recommandations qui ont été émises par notamment Bruno Vergès et toute l'équipe qui sont vraiment bien faites justement pour choisir les bonnes molécules parce que pour agir sur le mécanisme sous-jacent, c'est vrai que les molécules et notamment les statines, on choisit plutôt les liposolubles que les lipophiles, donc celles qui interagissent pas sur le cytochrome et qui peuvent interagir avec les chimiothérapies. Donc c'est vrai que les facteurs de risque, on peut les équilibrer au départ, mais ils se déséquilibrent avec les chimiothérapies ciblées. Donc ça aussi, il faut peut-être prévenir et suivre. Mais juste la remarque d'Estelle pour les cardio-endocrinos. Elle est importante parce qu'elle est aussi porteuse d'espoir. En fait, ce qu'il y a de fascinant dans le développement, c'est que les effets indésirables qui ont été découverts avec des médicaments ouvrent la porte à des nouveaux traitements. C'est-à-dire les chimiothérapies qui entraînent une baisse de la glycémie
c'est potentiellement un mécanisme d'action qui peut être utilisé pour développer un nouveau médicament dans le diabète. Les chimiothérapies qui entraînent une dysfonction ventriculaire gauche par un nouveau mécanisme, par exemple, pour ne pas le citer, l'action sur la voie herbe avec l'herceptine, ont permis de développer des analogues de la neuréguline qui minimisent l'impact de la dysfonction ventriculaire gauche dans la prise en charge des cardiopathies dilatées. Donc oui, il faut faire attention aux facteurs de risque équilibrés, déséquilibrés, au choix du traitement. En fait, bon, même si là, en 12 minutes, on dit qu'il faut traiter comme vous avez l'habitude de faire, mais dans le traitement habituel, il y a quand même des choix à faire pour des médicaments qui sont plus adaptés que d'autres. Et après, il y a aussi ça, ce qu'on appelle la pharmacologie miroir, c'est s'inspirer d'un effet indésirable pour traiter une autre maladie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place par le biais justement de ces observations métaboliques. Alors, une question extrêmement courte et une réponse encore plus courte. Oui, c'est une très bonne question. En fait, donc nous, on a développé, en fait, au départ, on a développé un formulaire très simple qui est que pour tout patient qui doit être exposé à une chimiothérapie ou à une radiothérapie, on peut lui proposer une évaluation cardiologique. Bon, parce qu'en fait, souvent, l'histoire, elle démarre parce qu'on a été confronté à des problèmes ici, d'un stent mis à un patient chez lequel on doit mettre des antiagrammes plaquettaires et qui devait ensuite se faire opérer et qu'on retarde l'intervention. Là, le développement d'une dysfonction ventriculaire gauche à côté de laquelle on est passé. Donc au départ, on a créé une sorte de feuille, comme un bon que vous feriez pour le radiologue, c'est un bon d'oncocardio, dans lequel on demande un historique et puis quel est le plan oncologique. Et on évalue ce patient au regard de cette proposition-là. Puis on a upgradé avec des réunions multidisciplinaires qui sont uniquement mensuelles. On n'a pas besoin de se voir plus que cela. Ça suffit pour régler les cas difficiles. Et puis, dans un troisième temps, maintenant, on a développé une unité mobile où on se déplace en oncologie ou dans le département où on fait de la radiothérapie pour évaluer les situations urgentes. D'accord ? Donc c'était le programmer, le staffer et maintenant le caractère urgent. Parce qu'en fait, des fois, vous arrivez dans des situations parce que ces malades sont pris en charge dans différentes structures, par différents spécialistes. Et des fois, vous êtes le bec dans l'eau et vous devez agir à ce moment-là. Mais c'est peut-être la partie la plus rarissime. D'accord ? Donc, on a structuré la feuille d'observation, d'ailleurs que je peux vous envoyer si vous voulez, qui est une feuille qu'on a validée avec les Anglais qui sont très en avance sur l'oncocardiologie, et puis le staff. Et c'est à la fois, je pense, une bonne façon d'apprendre et puis une bonne façon de progresser, mais nos staffs ne sont pas anonymisés. Et puis on posera peut-être les questions après, parce qu'on a un peu de retard. Juste une remarque, merci d'avance aux oncologues qui nous demandent un avis, de marquer au minimum le nom de la chimiothérapie, les doses et ce pourquoi, parce que des fois ça fait un peu prestataire, on a l'impression de faire une FEVG, pas que bien sûr, mais de faire une FEVG comme on fait un IONO, c'est bien d'avoir quand même un peu plus de renseignements. Merci à tous, merci beaucoup. On va